Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présent. On commence d'ici une petite minute, quand il sera bien midi. Clément, est-ce que tu peux partager ton écran? Je vais couper la caméra. Voilà, normalement, ça doit partager le bon écran. Ouais. Puis je vais couper également la caméra pour pas gêner l'audio. Donc, on va commencer maintenant, le temps que je présente la taverne, d'autres personnes se seront connectées. Donc, bonjour et merci à tous pour votre présence. Merci également à Clément pour sa participation et son travail. Donc, nous sommes aujourd'hui pour parler du test de l'IA. Voilà. Donc, le test de l'IA pour ce webinaire de la taverne. Donc, la taverne, je pense que vous connaissez, mais je vais vous rappeler en bref ce que c'est sur le prochain slide. Changer de slide, s'il te plaît, Clément. Ouais, ça ne partage pas le bon. Ah, ça va, parfait. Donc, la taverne, c'est un blog francophone dédié au test, ouvert fin 2017 et qui contient plus de 500 articles de nombreux auteurs. Voilà. Depuis 2021, on est environ à 1000 vues en moyenne par jour. Donc, ce qui en fait un des blogs francophones dédiés au test, voire le blog francophone dédié au test le plus populaire. Et depuis que l'on a commencé à faire des webinaires, il y a une chaîne YouTube qui permet de revoir l'ensemble des webinaires. Le seul qui n'est pas sur la chaîne de la taverne est celui qui a été fait sur le testeur agile, une table ronde, avec Scrum Life. Et la vidéo est sur le site de Scrum Life. Donc, les webinaires de la taverne, c'est quoi? C'est de la curiosité. Voilà. Le but, c'est pas vous vendre un outil, c'est pas parler de technique, c'est pas parler de choses que tout le monde connaît. C'est parler de choses qu'on ne connaît pas forcément, de sujets innovants. Cette année, on essaye de faire du non fonctionnel et un peu d'IA, ou d'en parler de manière différente. On essaye de faire pas mal de tables rondes, de confronter les idées et les opinions pour échanger. Et le mot est dit, c'est vraiment un lieu d'échange, donc n'hésitez pas à participer pour la présentation d'aujourd'hui. Voilà, Clément pourra répondre à vos questions à la fin de chaque partie si vous avez des questions spécifiques à chaque partie. Je remercie également les sponsors sans qui l'hébergement de la taverne et autres sujets me coûteraient de l'argent. Voilà. Donc Smart Testing qui aussi met à disposition le Livestorm, Certilog, Questit, All for Test et Testum. Voilà. Donc, sur ce, on va pouvoir avancer et je vais laisser Clément de la société Kereval nous présenter le sujet des tests, du test de l'IA. Voilà. Je vais te présenter rapidement, Clément. Super, merci pour l'introduction, Marc. Donc, je m'appelle Clément François, donc avec le prénom Clément, et je suis ingénieur d'études et tests de l'IA, donc chez Kereval. Donc, Kereval, c'est plutôt une entreprise sur le test logiciel. Et moi, donc, je fais partie d'une équipe spécialisée sur le test de l'IA. Donc, pour l'instant, un petit peu comme Marc l'a dit, le test de l'IA, c'est plutôt un thème nouveau et qui est beaucoup moins avancé finalement que le test logiciel. Il y a des notions dans le test de l'IA qui sont reprises finalement des notions du test logiciel. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, ça va être de vous parler précisément du test de l'IA. Alors, j'ai découpé cette présentation en 5 parties. Donc, tout d'abord, je vous parlerai un petit peu des problématiques du test de l'IA, problématiques du test de l'IA et même problématiques de l'IA.
et un petit peu expliquer pourquoi on ne peut pas reprendre l'ensemble des solutions, méthodes ou même notions du test logiciel. Je vous parlerai ensuite de 2 méthodes du test de l'IA, dont le test métamorphique, qui parlera peut-être aux testeurs ici présents. Également, j'aborderai des méthodes donc sur la qualité des cas de test. Et également, pour que ce soit un petit peu plus concret, je me concentrerai sur 2 cas d'application par rapport aux aspects d'explicabilité et de robustesse. Et enfin, pour finir, j'évoquerai la future réglementation européenne vis-à-vis de l'intelligence artificielle, donc qui s'appelle l'AI Act et qui, dans le monde de l'IA, fait débat. Alors, tout d'abord, abordons les problématiques du test de l'IA et, si je peux me permettre, mettons-nous dans le contexte. Alors, on entend énormément parler de l'IA. En tout cas, personnellement, j'en entends beaucoup parler, mais bon, je suis peut-être biaisé parce que je suis dans le secteur. Mais je suis persuadé que vous également, récemment, vous en avez entendu parler, notamment avec ChatGPT. Donc, en réalité, l'IA, ça existe depuis bien plus longtemps et ça propose depuis pas mal d'années des résultats qui sont assez impressionnants. Mais finalement, ces derniers temps, son utilisation, elle arrive de plus en plus dans des applications critiques, donc comme la voiture autonome, dans les dispositifs médicaux. Et c'est surtout ça, finalement, qui est aujourd'hui marquant. Et également qui demande surtout un besoin de la tester, puisqu'elle utilise de plus en plus sur des applications proches de l'homme. Et en parallèle à ça, on a découvert ces dernières années que les systèmes IA, en fait, étaient sensibles à certaines perturbations, notamment dans les données. Et ces sensibilités à des perturbations, on ne les remarque pas dans l'actuelle évaluation classique de l'intelligence artificielle. Alors, pour donner un petit peu quelques termes et que mes explications soient bien claires, parce qu'il y a un petit peu de jargon du monde de l'intelligence artificielle, il faut bien distinguer l'algorithme d'apprentissage, qui lui est tout simplement du code qui va permettre de créer le modèle et qui pourrait être testé par du test logiciel classique. Et donc, cet algorithme d'apprentissage, on va le distinguer finalement du modèle, qui là aujourd'hui est l'objet que l'on veut tester et qui lui diffère d'un code classique donc que l'on pourrait tester. Alors, également en IA, on a généralement ce pipeline que je vous ai représenté en plusieurs étapes, qui consiste d'abord à une collecte et une préparation des données, que l'on va répartir généralement en 3 groupes. Donc, un jeu de données d'entraînement, un jeu de données d'évaluation et un jeu de données de test. Alors, ce jeu de données de test n'a rien à voir, en fait, avec la notion réellement de test. Et ensuite, on va faire un choix d'algorithme d'apprentissage où on va, par exemple, préciser l'architecture du modèle, l'entraînement qu'on réalise, certains hyperparamètres et autres. Et ensuite, on a la partie donc évaluation que j'ai déjà un petit peu abordée. Et cette partie évaluation, finalement, elle consiste à couvrir un ensemble de métriques et graphiques qui résument la performance sur un jeu de données de validation ou de test. Ici, il n'y a pas, en fait, même s'il y a le nom de jeu de données de test, il n'y a pas de notion de test. C'est vraiment de l'évaluation avec la définition que j'ai donnée. Et nous, on voudrait plutôt une partie de test qui implique là des vérifications explicites du comportement attendu de la part du modèle. Alors, pour justifier pourquoi l'évaluation ne suffit pas et expliquer pourquoi on a besoin du test, d'une partie test, je vais prendre l'exemple d'un classifieur binaire, donc avec les images que vous pouvez voir à droite. Donc ici, on a un classifieur d'images entre des loups et des huskies. Sur notre pipeline habituel, à la suite de l'évaluation, on peut être satisfait. On a des métriques classiques qui sont bonnes. Donc des métriques, ça peut être le nombre d'images. Sur notre jeu de données de test, le nombre d'images qui ont été bien classées. Essayer de distinguer un peu, est-ce que ce sont plutôt les loups qui sont bien classés, est-ce que ce sont plutôt les huskies.
là, je vous raccroche à un article qu'avait fait Marc, il me semble, hein, sur le site de la Taverne, un petit peu avec les notions d'évaluation, où on retrouve les vrais positifs, les faux négatifs, etc. Donc, pour revenir à mon explication, voilà. Donc, on peut avoir l'impression que notre modèle est bon, on a des métriques classiques qui sont bonnes, mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin et qu'on regarde l'image qui est encadrée en rouge, elle a été mal classée. Donc, en réalité, c'est une image d'un husky, et notre modèle l'a classée en tant que loup. Pourquoi cette erreur, en fait? En réalité, cette erreur, elle provient du fait que dans le fond de l'image, il y a de la neige. Et sur l'ensemble du dataset, les loups étaient plus souvent sur une image où dans le fond, il y avait de la neige. Et c'est pour ça, finalement, le modèle là s'est trompé, parce qu'il a plutôt détecté la neige que l'animal. Et c'est pour ça qu'il se trompe dans sa classification. Et donc ça amène de nombreuses questions. Est-ce que le modèle, il classe bien selon l'animal et non selon le fond de l'image? Est-ce que notre jeu de données d'entraînement est de bonne qualité, parce qu'il n'y avait pas uniquement des images de loups dans la neige et de ski dans la terre, enfin sans neige en tout cas, etc. Donc ici, je vous montre qu'une limite de l'évaluation, mais il y a plein d'autres notions. Il y a les notions d'éthique, de robustesse face à des perturbations, etc. Et donc c'est pour ça que notre évaluation, finalement, ne va pas suffire. Voilà, comme je disais, finalement, notre modèle n'était pas un détecteur d'animaux entre loups et husky, mais plutôt un détecteur de neige. Alors, également pour les testeurs qui sont aujourd'hui présents, pourquoi on ne peut pas reprendre directement les tests logiciels classiques pour tester l'IA? En fait, il y a un problème du fait que notre modèle IA n'est pas un code finalement qu'on peut tester directement. Le développeur, pour réaliser son IA, il va prendre des jeux de données, il va définir un petit peu l'architecture d'un modèle, choisir des paramètres, mais il n'explicite pas finalement le comportement du modèle. Et c'est en ça que l'on ne va pas pouvoir réutiliser les méthodes classiques. Alors, je vais maintenant vous parler de deux méthodes du test de l'IA, mais évidemment, il y en a d'autres qui existent. Alors, je suppose que pour les testeurs qui sont aujourd'hui présents, le test métamorphique peut vous parler. Mais ici, je vais parler de son utilisation pour le test de l'IA. Donc, il faut tout d'abord avoir défini des spécifications du système et établir des transformations permettant de les tester. C'est-à-dire qu'on va appliquer finalement cette transformation aux données d'entrée d'un cas de test et vérifier si le résultat attendu de certain test est maintenu. Alors, ce couple transformation et résultat attendu, ça se nomme la relation métamorphique. Et finalement, le test métamorphique conclut par est-ce que la relation métamorphique tient ou ne tient pas. Alors, pour rendre ces explications un petit peu plus concrètes, prenons l'exemple qui est à droite d'une IA de détection d'objets par LIDAR. Donc, dans le cas, imaginons, d'une voiture autonome. On cherche ici à tester la relation métamorphique. La décision de l'IA est la même, peu importe n'importe quel changement hors de la région d'intérêt. Intuitivement, ça peut être hors de la route, il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre. La décision, finalement, de l'IA doit être la même. Et donc, il y a la transformation qui est ici d'ajouter du bruit hors de la région d'intérêt. Alors, pour ça, on va générer des points aléatoires hors de cette région d'intérêt. Et finalement, ici, l'IA, elle ne détecte plus certains véhicules qu'elle détectait précédemment. Donc, précédemment, par exemple, sur l'image A, on avait des véhicules en vert qui étaient détectés. Et après l'ajout de points aléatoires hors de la région d'intérêt, ces véhicules ne sont plus détectés. Et c'est la même chose à droite avec un exemple où un piéton n'est plus détecté. Donc, à travers ce test, on montre un exemple de sensibilité des IA à certaines perturbations. Alors, une autre méthode de test qui existe est l'adversarial testing. C'est certainement une des plus connues, un petit peu dans le test de l'IA. Il y a énormément de papiers de recherche qui sortent sur ce thème. Alors,
ici, on va définir un objectif, une capacité et des connaissances pour l'attaque et l'attaquant. Donc, on va retrouver les attaques de disponibilité et d'intégrité qui, elles, cherchent à tromper le modèle. À tromper le modèle, surtout par rapport à, par exemple, sur la classification d'images, des images qui sont perturbées pour le tromper. Et ensuite, on va retrouver également les attaques contre la confidentialité et la vie privée, où là, l'objectif de l'attaquant va plutôt de récupérer de l'information. Donc, l'information, elle peut être présente soit dans le jeu de données, mais également dans le modèle. Le modèle comporte des informations sur des poids qui peuvent être intéressantes pour l'attaquant. Ensuite, on a la spécificité de l'attaque. Donc, en fait, encore une fois, sur notre modèle de classification, soit on veut que le modèle, par exemple, se trompe typiquement sur une classe, soit on peut chercher uniquement à ce que le modèle se trompe. De la même manière, sur la capacité de l'attaque, l'attaquant, il peut choisir d'attaquer, imaginons, pendant l'entraînement ou après l'entraînement. Sur le cas des attaques causales, il va vouloir attaquer avant ou pendant l'entraînement. Et par exemple, modifier des données d'entraînement afin que soit le modèle apprenne mal et soit mauvais, soit lui créer des failles sur certains cas typiques voulus. Et ensuite, on a les attaques exploratoires qui, elles, vont plutôt intervenir sur le modèle lorsqu'il est en opération, et là, uniquement chercher à le tromper. Et enfin, on a la connaissance de l'attaque. Donc, la connaissance de l'attaque, on a des attaques en boîte blanche et en boîte noire. Sur l'attaque en boîte blanche, en fait, l'attaquant va avoir de l'information propre au modèle. Donc, sur des réseaux de neurones, voilà, il peut avoir des informations sur les poids, sur son architecture, des choses comme ça. Alors que l'attaque en boîte noire, il va uniquement avoir des informations sur, en fait, les inputs qui sont donnés et les outputs. Alors, il convient maintenant d'évaluer la sensibilité de l'IA par rapport aux attaques. Et là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. On va simplement récupérer, par exemple, le taux de réussite des attaques qui diffère si l'attaque était ciblée ou non. Et pour les classifieurs, on peut récupérer également l'accuracy du modèle attaqué. Donc, typiquement, de base, en évaluation, on va avoir l'accuracy du modèle, qui va être le nombre d'images qui sont bien classées sur l'ensemble des images. Et là, on peut avoir un jeu de données qui a été attaqué et voir comment cette accuracy évolue par rapport au nouveau jeu de données qui a été modifié. Également, il y a la notion de distorsion et de nombre d'itérations. Donc, dans notre attaque, elle va être plus ou moins forte finalement. Et donc ça va être la notion de distorsion. Évidemment, cette distorsion, il ne faut jamais qu'elle soit trop élevée, puisque après, même l'humain, en fait, dit que cette image n'a plus de sens, elle est trop modifiée. Mais par contre, sur une petite distorsion, plus le modèle va être résistant à une distorsion forte, et plus on va dire que ce modèle est robuste. Et de la même manière, sur le nombre d'itérations, les attaques peuvent s'améliorer en fonction du nombre d'itérations qu'elles ont pour justement être de plus en plus fortes sur le modèle. Et voilà, on peut voir aussi la robustesse du modèle par rapport à la résistance au nombre d'itérations. Et donc après, voilà, on peut ressortir des graphiques, un petit peu de l'accuracy du modèle attaqué sur quel coup ça nous a fait d'entraîner l'attaquant ou des choses comme ça. Une des méthodes les plus connues d'adversarial testing, c'est certainement la méthode FGSM, donc pour Fast Gradient Sign Method. Alors, c'est elle un petit peu qui a lancé tout cette grande idée de l'adversarial testing. En fait, l'idée, c'était de partir d'un modèle, donc un classifieur d'images, et sur les images, de générer des petites perturbations. Et finalement, là, sur cet exemple assez visuel, on avait initialement donc le panda qui était bien reconnu par le modèle. Et après une minime transformation que nous, à l'œil nu, on ne détecte même pas, et le modèle se trompait complètement et ne détectait plus du tout un panda. Donc là, c'est une méthode un petit peu pour rattraper ce que je vous ai montré avant, notamment de boîte blanche, puisque pour attaquer, l'attaquant a de l'information sur le modèle et donc peut utiliser les gradients, même si je ne vais pas forcément rentrer dans les détails.
Mais voilà. Alors, je ne sais pas, Marc, s'il y avait des questions un petit peu sur cette partie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Bon, j'espère que ça veut dire que c'est bien clair. Et donc, je vais continuer donc sur les méthodes pour la qualité des cas de test. Alors, les tests d'adéquatie que tu as, ils vont permettre d'évaluer la qualité de la suite de tests et de générer de nouveaux cas de tests pertinents. Donc, on y retrouve surtout deux grands groupes qui sont les tests de couverture et les tests de mutation. Alors, la notion de couverture, elle a été un petit peu copiée du test logiciel, mais comme j'ai dit, elle ne peut pas s'appliquer directement de la même manière. Donc, cette métrique de couverture, elle a été surtout imaginée pour les réseaux de neurones. Et en fait, dans les réseaux de neurones, on a les neurones qui prennent des valeurs. Et il y a eu l'idée que on considérait qu'un neurone était activé si sa valeur était supérieure à un certain seuil. Et l'idée derrière ça, c'était de dire que plus de neurones sont activés et plus le modèle est robuste. Alors, c'est souvent un petit peu cette idée-là qui est un petit peu contredite entre différentes personnes qui n'ont pas la même idée là-dessus. Mais en partant de cette idée-là, l'idée c'était de générer des cas de test qui diminuaient la couverture du modèle. Et donc, plus les cas de test diminuaient la couverture du modèle, et plus ces cas de test étaient bons. Ça, c'est encore une fois une idée qui est un petit peu qui fait un petit peu débat, notamment sur le fait que la quantité de neurones actifs n'a pas vraiment de lien avec le fait que le modèle soit robuste ou non. Et l'autre notion, donc, c'est le test de mutation. Alors, tout d'abord, pour ce test de mutation, on va définir des opérateurs de mutation qui peuvent s'appliquer soit sur le modèle, soit sur les données. On applique ces mutations sur les données d'entrée des cas de test. Et si le comportement sur ces cas de test diffère de l'original, on dit qu'on va tuer le mutant. Et grâce à ça, on obtient un ratio qui est le nombre de mutants tués sur le nombre de mutants générés. Et plus ce ratio est élevé, plus la qualité des cas de test générés est grande. Ces données d'entrée qui sont mutées, elles sont parfois réutilisées afin de faire finalement de la data augmentation, donc c'est-à-dire avoir des nouvelles données pour réentraîner le modèle. Encore une fois, ce type de méthode fait un petit peu débat, puisque finalement, ces nouveaux cas de test permettent d'améliorer les performances du modèle, mais permettent pas forcément d'améliorer sa robustesse. Alors, pour passer maintenant à une partie un petit peu plus concrète et plus visuelle. Une question de mon côté. Les tests de mutation, c'est souvent lié à du test unitaire. Donc là, je vois qu'il y a une différence. C'est le même. Est-ce qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là ou pas? En fait, en test de l'IA, tu n'as pas trop de notion de test unitaire, par exemple. D'accord, merci. Enfin, je ne sais pas si je réponds, si c'était ta question un petit peu, mais. La question, c'était surtout une surprise de voir parler de tests de mutation en dehors des tests unitaires. Ouais. C'est toujours un petit peu la question sur le test de l'IA, puisqu'il y a une idée d'essayer de reprendre ce qui existe en test logiciel et essayer de l'adapter au test de l'IA. Et en fait, du fait que la fabrication entre les deux n'est pas du tout la même, les méthodes de test, même quand elles sont un petit peu reproduites, finalement ne reproduisent pas forcément le même objectif. Ok, merci. Je t'en prie. Donc voilà, je vais passer à une partie un petit peu plus concrète et plus visuelle, et puis qui va aborder les notions donc de robustesse et d'explicabilité. Alors,
l'explicabilité, c'est une caractéristique qui est quand même cruciale pour que les utilisateurs aient confiance dans les systèmes IA qu'ils utilisent. Et l'explicabilité, c'est la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent déterminer pourquoi ou comment le système basé IA produit un résultat particulier. Donc, c'est quelque chose qui aurait été utile, par exemple, dans notre cas du ski de la neige, pour comprendre pour quelles raisons le modèle se trompe. Est-ce qu'il se basait pour sa décision uniquement sur le fond ou uniquement sur l'animal? Alors, la plupart des méthodes d'explicabilité, elles s'appliquent à la classification d'images, mais certaines, elles ont été adaptées à la détection d'objets, donc comme celle que je vais vous présenter ici, qui est des RISE. Avant d'expliquer un petit peu cette méthode, je vais parler de ce qu'est une IA de détection d'objets. J'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure avec le cas des données LIDAR, mais ici, avec les images, c'est différent. Parce qu'on a en fait des images donc avec des objets dessus, donc comme ici une enfant avec sa raquette de tennis. Et afin d'entraîner l'IA, on va labelliser les objets. Donc on va leur définir en fait une bounding box, donc c'est un rectangle de pixels sur lesquels l'objet est présent. Et on définit également un IOU, qui est l'intersection sur l'union. Alors fréquemment, on lui donne la valeur de 0,5. Et autrement dit, en fait, un objet sera bien classé par l'IA si la bounding box prédite est superposée à plus de 50% sur la bounding box réelle. Donc ça, c'était pour la détection d'objets pour les images. Et pour revenir à la méthode des RISE, donc l'objectif, c'est d'estimer en fait l'importance des pixels en observant le comportement du modèle face à des perturbations. Donc cette méthode, elle génère en fait une carte de chaleur qui met en évidence les régions importantes de l'image dans la prise de décision de l'IA. Donc là, typiquement, quand on veut détecter la raquette, on voit bien que il y a de l'importance sur la raquette et vice-versa pour la petite fille où le rouge est plutôt présent sur la fille. Donc, pour une utilisation concrète de cette méthode, on va prendre le cas de la détection d'objets dans des images issues du trafic routier. Et ici, on a deux modèles. Donc, ce sont des modèles de détection d'objets, donc un Faster RCNN et un YOLO. Et on va utiliser donc la méthode des RISE sur une image pour deux objets différents. Donc ici, on se concentre sur un camion et un piéton. Et on voit donc que la carte de chaleur, elle met bien en avant ces objets et ils sont d'ailleurs détectés avec une confiance élevée. Donc là, on voit que la méthode d'explicabilité, elle fonctionne très bien. On voit bien que le modèle se comporte comme on veut. Quand on veut détecter un objet, il se concentre bien sur cet objet. Donc ça permet bien d'expliquer le comportement du modèle. Une limite qu'il y a actuellement sur ces méthodes, c'est la généralisation en fait à d'autres modèles et surtout d'autres données. Là, je vous ai pris l'exemple de la classification du nuage ou même ici de la détection d'objets. Mais il y a un réel engouement à pouvoir appliquer ces méthodes finalement sur des données textuelles type ChatGPT, où par exemple, quand on lui pose une question, sur quel mot est-ce qu'il apporte plus ou moins d'importance. La deuxième notion que je voulais aborder avec vous, c'était la robustesse. Alors, ce slide reprend un petit peu ce que j'ai pu commencer à aborder tout à l'heure par rapport à la robustesse. Et on va surtout parler de la définition de l'ISO, qui est en fait que la robustesse est la capacité du système IA à maintenir son niveau de performance sous n'importe quelle circonstance. Alors, en réalité, la fin de la phrase, elle est un peu à nuancer, puisque le modèle IA, il n'est pas censé fonctionner de la même manière sur toutes les circonstances. J'aime bien prendre l'exemple d'un détecteur de panneaux routiers, par exemple. Si notre système IA ne va être utilisé qu'en France, il n'est pas censé détecter correctement des panneaux des États-Unis ou de n'importe quel autre pays. Voilà. La notion de robustesse, elle englobe également la notion de sécurité et de sûreté. Pour rester un petit peu dans le même thème, la sûreté, ça va être le fait que la voiture autonome, elle ne doit pas blesser
l'utilisateur ou les autres usagers. Et la sécurité, ça va être par exemple se protéger d'un attaquant cyber qui voudrait prendre le contrôle du véhicule. Alors, à travers la robustesse, l'idée c'était de vous présenter un peu un cas d'usage par un outil que nous avons développé chez Caraval qui s'appelle Chirou. Et donc, c'est un outil de test de robustesse des applications à base d'IA, de classification d'images ou de détection d'objets. On va évaluer la robustesse en générant des perturbations sur un jeu de données de test. Alors, ces perturbations, ça peut être du flou gaussien, la pixelisation, différents types de bruit, etc. Vous avez un petit peu une liste sur le graphique du haut. Et ces perturbations, elles ont pour but de simuler en fait des transformations réelles qui s'appliqueraient en cas de, par exemple, de caméra défectueuse ou d'utilisation d'une autre caméra. Ou voilà, par exemple, cette autre caméra qui n'aurait pas été utilisée pendant l'entraînement et qui aurait des paramètres différents de celle qui a été utilisée. On va établir 5 niveaux de perturbation pour chaque transformation et observer la dégradation de performance du modèle. Donc, le graphique des performances du modèle contre les transformations en bas, là, vous allez retrouver en ordonnée la performance du modèle, donc selon une métrique qui est utilisée pour évaluer les modèles de détection d'objets. Et en abscisse, vous allez retrouver la distorsion de l'image. Parce que voilà, selon l'intensité de la perturbation et de la perturbation elle-même, on va considérer que l'image est plus ou moins perturbée. Et ensuite, on va calculer la pente de la courbe pour chaque perturbation, donc en prenant le premier point et puis le dernier, et afin d'établir le graphique qui est sur le dessus, donc le graphique des sensibilités du modèle contre chaque transformation. Alors là, par exemple, on peut constater que le modèle de détection d'objets est très sensible à la pixelisation des images. Un autre graphique qu'on peut retrouver dans Chirou, il permet de mieux comprendre finalement les erreurs du modèle. Donc ici, nous sommes dans le cas de la transformation par pixelisation de niveau 2. Donc j'avais dit, on prend une transformation et puis on lui applique plus ou moins une intensité forte. Et on va avoir 6 résultats possibles. Donc en bleu, l'objet il est bien localisé et bien labellisé. En carré orange, on va avoir un objet qui est bien localisé mais mal labellisé. En vert, on a un objet qui est bien labellisé mais mal localisé, donc l'inverse. Après, on aura les croix orange, orange-rouge, qui est que l'objet est mal localisé et mal labellisé. En croix rose, 2 objets ont été en fait détectés au même endroit alors qu'il n'y en avait qu'un. Et enfin, on a les triangles marrons, qui est le fait qu'un objet a été détecté alors qu'il n'y en avait pas. Donc, je vous montre pas ici, mais on peut ensuite cliquer sur des points, afin de voir l'image et puis les bounding box. Et en fait, ces graphiques qui permettent de mieux comprendre les erreurs. Voilà. Est-ce qu'on a bien localisé mais mal labellisé, etc. Et ça, voilà, ça permet à la fois d'étudier donc la robustesse, et également de comprendre sur quelle notion le modèle est plus ou moins robuste. Pour conclure cette présentation, je voudrais aborder brièvement avec vous la future réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, donc qui s'appelle l'AI-Act. Alors, l'AI-Act, c'est une normalisation qui est basée sur les risques et qui apporte des obligations plus ou moins fortes selon le niveau de risque du système basé IA. Donc, c'est un système pyramidal avec des systèmes IA qui sont interdits à cause d'un risque inacceptable, parce que, par exemple, ils peuvent agir trop fortement sur l'humain. Et ensuite, on a les systèmes IA qui présentent un risque élevé. Donc là, ça peut être des systèmes IA type trafic routier, dispositifs médicaux, système d'éducation pour les enfants. Donc tout ce qui a sujet critique ou qui a un impact fort sur l'humain. Ensuite, on a les systèmes IA à risque limité qui auront juste des obligations de transparence, telles que les IA génératives d'images ou de texte, par exemple. Alors, ça, c'est quelque chose qui va peut-être être voué à évoluer dans la réglementation, puisqu'on s'est rendu compte que ChatGPT, c'est juste une IA générative, mais qui parfois a un impact fort sur certaines personnes.
Et enfin, on a des systèmes IA qui n'auront aucune obligation car elles ne présentent aucun risque. Alors, les exigences de l'IACT pour les systèmes à haut risque, elles sont réparties entre 6 catégories ou 6 grands thèmes qui sont le besoin d'un système de gestion des risques, une évaluation des notions de robustesse, de précision, de cybersécurité, un système de gouvernance des données. Comme on a pu le voir, les données ont un impact fort sur le modèle. On va également chercher à évaluer et garantir la transparence et l'éthique, et également garantir le contrôle humain sur le système IA ainsi que sa traçabilité. Et enfin, une grosse partie de l'IACT, ça va être le fait d'établir une documentation technique, donc qui en fait est très complète sur les données, sur le modèle, sur l'utilisation qui va en être faite, etc. Alors l'idée ici, c'est pas forcément de vous déballer l'ensemble des points évoqués dans l'IACT, mais plutôt de se rendre compte de l'ensemble très large que couvre cette future réglementation. Et je tenais également à vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de celle-ci. Évidemment, par rapport à l'ensemble des notions et limites de l'IA que je vous ai abordées ce midi, la réglementation, elle répond à un besoin fort en fait de qualité des IA, donc comme la robustesse à des perturbations ou même la qualité des données, qui encore une fois ont un impact fort sur le comportement de l'IA. Il y a un autre besoin fort, c'est celui de la confiance que l'humain peut avoir soit lorsqu'il crée l'IA, soit lorsqu'il l'utilise, voire la subit. Dans certains cas, d'une voiture autonome, on subit les décisions que prend la voiture. Donc, je vous ai plutôt parlé de l'explicabilité aujourd'hui, mais dans la confiance qu'on peut apporter à l'IA, il y a de nombreux autres critères qui sont primordiaux, comme la traçabilité ou même l'éthique, le contrôle humain et plein d'autres. Donc, je suis également persuadé que cette réglementation, elle va pousser les acteurs à se sensibiliser sur ces sujets. Donc, certains n'auront pas le choix si leur application est à haut risque. Mais voilà, peut-être que d'autres qui ont juste des obligations de transparence voudront aller plus loin. Et je pense que c'est forcément intéressant pour améliorer les IA. Après, il y a quand même, j'imagine, certains inconvénients. Cette réglementation, elle est très lourde, notamment sur la partie documentation. Et il y a un risque de pénaliser l'innovation, surtout pour les petites entreprises, voire les startups. Parce qu'évidemment, ça demande un travail supplémentaire sur ce qui était déjà fait. Et évidemment, pour les plus petites structures, ça sera plus compliqué. Et il y a eu un autre inconvénient ou doute sur cette réglementation, c'est que l'IA évolue très vite. Donc, comme j'ai déjà dit, on a pu le constater avec ChatGPT, qui parfois présente des failles graves qui peuvent impacter l'humain. Et la IA, elle devra s'adapter rapidement à ces évolutions. Et ça sera certainement un des enjeux autour de cette réglementation. J'ai une question sur l'AI Act. C'est du coup, Ouais, c'est comme la RGPD, ça touchera l'Union européenne, c'est ça? Ouais. Oui, ou même, par exemple, une entreprise américaine mais qui voudra utiliser son application IA en Europe sera soumise. D'accord. Moi, je posais la question parce que j'ai vécu récemment un problème avec des IA sur le blocage de mon compte mail personnel, bloqué par des robots, par des IA, de façon totalement automatique, sans explication, personne n'étant capable de me dire pourquoi, personne n'étant capable de me dire s'il sera débloqué un jour ou l'autre. Et du coup, l'AI Act s'attaque aussi à ce type de décision en ayant, il faut avoir des informations, de l'explicabilité, des solutions, du support derrière ou pas? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui offrent des mails qui appartiennent aux GAFAM, dans ces cas-là, ne pourront plus utiliser ces IA sur nos mails ou d'autres sujets comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ça va dépendre. En fait, tu vois, c'est donc comme j'ai dit, c'est une réglementation qui se base sur les risques. Et en fait, finalement, ces risques, ils sont encore un peu en train d'être définis. Tu vois, sur ta boîte mail, je ne sais pas si c'est considéré comme un risque fort. D'accord, parce que il y a quand même énormément de données personnelles, surtout avec tout ce qui est numérisé au niveau service public
et pas que service public. Donc, ne pas avoir accès à son mail est un risque avec un énorme impact pour moi. Ok, ça fait partie des discussions. Oui, tout à fait. Merci pour ta question. Et puis, du coup, je remercie chaleureusement tout le monde pour son écoute, hein, et puis pour le temps que vous m'avez accordé ainsi qu'à ce sujet qui est très important, encore jeune, mais qui va certainement évoluer très vite ces prochaines années. Et donc, je remercie Marc. Hein, je te remercie pour lancer un peu ces nouveaux sujets qui sont vraiment importants, je pense. Et puis j'espère que j'aurai été assez clair, hein, étant donné qu'il y a un petit peu de jargon du monde de l'IA, un peu de jargon du test. Voilà, et puis pour faire un lien un petit peu avec d'autres webinaires que tu as fait, Marc, Oui. C'est vrai qu'on entend aussi parler de l'IA qui va être de plus en plus utilisée pour aider le test. Et il faut déjà la tester elle-même avant de pouvoir l'utiliser pour ces notions-là. Avec plaisir. Ouais. Donc, petit point pour finir. Le prochain webinaire de la taverne aura lieu en juin, vraisemblablement fin juin. Ça sera sur les tests de performance. Voilà. Si vous avez des idées de sujets, des propositions, si vous souhaitez vous-même aborder un point, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci à tous. Moi, ce que je retiens vraiment comme point, c'est que c'est en forte évolution. Donc, du coup, ce qui est vrai maintenant le sera pas dans 3 mois où il y aura des nouvelles choses. Donc, il faut rester informé sur le sujet. Et pour compléter, Marc, parce que je vois un petit peu par rapport à des commentaires dans le chat, à la JFTL, on proposera un atelier avec une collègue où on entrera un petit peu plus dans la pratique sur le test de l'IA. On montrera un petit peu aussi comment l'entraîner, déjà l'évaluer, et on aura une partie test où voilà, on montrera concrètement qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement pour tester une IA. Parfait. À très bientôt. Et encore merci. Au revoir. Très bien, merci à toi, Marc. Au revoir.